pour moi, ça. Ok. Là, là, là. Bonsoir, merci beaucoup d'être tous venus et merci beaucoup d'être venus, d'être sortis de votre salle de montage, d'être venus parmi les vivants, parce que la salle de montage, c'est un monde assez exclusif Ouais, et souterrain. c'est une vraie galère. Et vous êtes en train de monter votre prochain film. Et je voulais bien que vous nous racontiez en quelques mots l'intrigue, parce que ça va donner à nos lecteurs une idée de l'étendue intergalactique de votre imaginaire. Bah, mon prochain film, c'est la première expédition spatiale africaine. Donc ça se passe actuellement. Alors c'est autour de la culture Dogon dans laquelle en fait ils étaient très en avant sur l'astronomie, tout ça. Ils avaient repéré une planète à l'époque des Dogons et donc il y a des milliardaires africains qui sont associés et qui ont créé une base spatiale et qui sont persuadés qu'on peut vivre là-bas. Donc ils décident de recruter des astronautes, les envoyer sur la planète là-bas, et si c'est possible de vivre là-bas, on reviendra chercher tous les Africains parce qu'on en a marre de la planète. Voilà, c'est ça. Puis parce qu'il y a une urgence Ouais, à trouver un endroit où vivre et qu'on ne peut pas trop compter sur Elon Musk exactement. pour embarquer les Africains, non? Non, en fait, le film, il part du constat que, en fait, si Elon Musk et les Américains, tout ça, ils trouvent une planète, nous, ils vont nous laisser ici. Donc il faut qu'on se prenne en main, et donc voilà, là le film c'est la préparation de la mission, c'est l'entraînement, la sélection des astronautes, tout ça. Et après la mission spatiale. Voilà. Oui, c'est ça le film, c'est ça le prochain film. C'est vrai. Alors avant de regarder un premier extrait, pour repartir un petit peu sur votre conception du métier de scénariste. Ouais. Donc vous faites décoller des fusées pour sauver le berceau de l'humanité. Ouais. Avec en place la série que vous avez créée et réalisée pour Netflix, vous avez installé le premier président noir à l'Élysée. Ouais. Avec Tout simplement noir, vous avez fait exister une marche noire, après quelques errances, quelques obstacles, mais à la fin, elle existe, place de la République. Ouais, tout à fait. Il y a un rendez-vous. Donc est-ce que pour vous, la fiction est là avant tout pour proposer une alternative au réel? Je ne sais pas si c'est pour proposer une alternative au réel, mais en tout cas, la fiction, moi, ça me permet de raconter ce que moi j'ai envie de raconter. Et moi, le travail de scénariste, c'est parti au départ parce que je voyais qu'il manquait des choses. En tout cas, moi qui me manquait. Il y avait des histoires que, tu vois, j'avais envie de voir ça, j'avais envie de voir ça, et je voyais que ça n'existait pas, et je me disais, bon, bah, si personne le fait, vas-y, je vais essayer de le faire. Et c'est comme ça que c'est parti. Pour moi, voilà, le travail de scénariste, c'est d'abord et avant tout un point de vue sur la société. Tout à l'heure, je parlais avec une pote en plus qui va devenir scénariste et tout, et qui me disait mais je sais pas si je suis légitime pour être scénariste et tout. Je lui dis vas-y, arrête tes conneries toi. S'il n'y a pas de légitimité ou pas à être scénariste ou pas, c'est juste est-ce que tu as quelque chose à raconter. Si tu as un truc à raconter, tu es légitime. Et j'ai dit vas-y, sors de ton délire de ouais, je suis pas légitime. Parce que c'est ça qui plombe les gens. Les trucs de se dire ouais mais tu sais je suis nouveau, je suis un petit scénariste. Il n'y a pas de petit scénariste, il n'y a pas de grand scénariste, il n'y a que des points de vue sur la société. Si ce que tu as à dire c'est intéressant, c'est que tu es un bon scénariste. Après évidemment il y a des petites techniques, des trucs voilà, mais par exemple quand j'ai fait Tout simplement noir, j'avais lu 0 bouquin de scénariste. C'est juste que j'avais envie de raconter l'histoire de ça, et il se trouve que comme on regarde toujours plein de films et qu'on regarde plein de séries, tout ça et tout, et ben en fait ça infuse indirectement. Et donc il y a un moment où tu dis ah vas-y là on commence à se faire chier, faut changer, là faut truc. Mais voilà, j'ai l'impression que voilà le travail de scénariste c'est avant tout un point de vue sur la société, et en cela je pense que tout le monde est légitime à être scénariste à condition d'avoir un truc à dire qui n'a pas été dit. Si c'est pour dire ce que tout le monde a dit, c'est pas la peine. C'est juste voilà essayer de raconter quelque chose. Et comme tout le monde a un point de vue sur la société, eh ben, tout le monde peut écrire des trucs. Mais après, c'est relou, parce que c'est long. Ça c'est vrai, ça c'est relou, parce que c'est long, faut travailler, faut être en galère, se mettre en galère, s'embrouiller avec des gens, le proprio, tu vois. Ça, par contre, voilà, ça c'est difficile. Mais en tout cas, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Bon, la preuve avec un premier extrait. De quoi?
de En Place. Ah ok, vas-y. Ok, de la saison 1, qui est disponible sur Netflix, comme la 2. Vas-y. C'est parti. Il semblerait que les Français aient menti à la sortie des urnes et que dans l'isoloir, ils aient préféré voter pour un homme incompétent plutôt que pour une femme. C'est affligeant. Les Français m'ont désigné pour être leur président. C'est vrai. Juste ceux qui étaient inscrits sur les listes électorales, je suis d'accord. Même, c'est vrai, juste ceux qui ont voté. Quand je dis les Français, j'abuse, mais ça fait quand même pas mal de monde. Je serai le président de tous les Français. Je ne laisserai personne sur le côté. Ni dans les villes, ni dans les campagnes, ni dans les dom-toms. Je serai le président des Blancs, des Noirs, des Chinois, des Asiatiques. On te met pas dans la sauce tout de suite, Stéphane. Je serai le président des bobos, des Kairas, des femmes voilées, des nains, des rousses. Eh ben on aura tout eu, hein. Un président noir maintenant. Bah, t'aurais peut-être préféré la grosse. Stéphane Stéphane Je serai un président libre, un président qui ne lâchera rien. Et je mettrai en place ma mesure phare. Je mangeais bien, payer rien. Amen. Vive la France, vive la République, avec tout de même quelques réserves. Salam, shalom, salut. Et comme disent les hindous aussi, je ne sais pas comment ils disent, mais je suis avec eux. Tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Ouais. Donc c'est la toute fin de la première saison, c'est le moment où on assiste à la victoire de Stéphane Blé, donc un homme incompétent préféré à une femme. Bon, au-delà de ce constat d'une affligeante banalité, en effet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Stéphane Blé? Et peut-être commencer par son patronyme. Pourquoi vous avez décidé de le baptiser ainsi? Ouais, alors il s'appelle Stéphane parce que Stéphane c'est mon deuxième prénom et Blé parce que c'est le nom de famille de mon grand-père du côté de ma mère. Rien de ouf en fait. Voilà. Bah, il est chargé quand même un Ouais, peu. Il est un petit peu chargé d'histoire familiale. C'était pas un grand-père. Oui, c'est un grand-père qui compte beaucoup, qu'on retrouve en photo dans vos films, dans vos séries. Oui, c'est vrai. Oui, Blé, c'est le nom de mon grand-père du côté maternel et c'est le seul grand-père que j'ai connu d'ailleurs. Et en fait, c'est un gars important parce qu'en fait, c'était un tirailleur et tout. Et genre à 23 ans, il est venu, il a fait la guerre. Il a débarqué là pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Et c'est vrai que je mets toutes ces photos dans tous mes films. Genre, je l'ai mis dans la saison 1, je l'ai mis dans la saison 2, j'ai mis dans Tout Simplement Noir, je l'ai mis dans le film là que je fais. Même un film dans lequel j'ai joué là qui va sortir qui s'appelle Prosper, j'ai réussi à le placer. Dans la déco, le gars il savait même pas, le chef déco et tout. J'ai dit vas-y, mets la photo, elle est pas mal cette photo là et tout. Il l'a mis et tout, après au cadreur, vas-y, filme ce truc là. Donc il est même dans ce truc, et donc c'est mon grand-père et tout, et donc tu sais, moi je suis quand même un peu un Africain, donc j'ai besoin quand même que mes ancêtres ils soient pas trop loin, tu vois. Et Stéphane Blé, qu'est-ce que je peux dire sur lui? C'est un peu, en fait j'ai l'impression que tous les personnages que j'essaye de construire, c'est un peu des réalités alternatives de moi. Moi, mon vrai rêve dans la vie, si j'avais pas fait ça, bon, à la base, ça aurait été d'être footballeur, c'est clair. Mais bon, ça, c'était pas possible. Mais ça aurait été quand même aussi d'être éducateur et de m'occuper des jeunes et tout. Et donc, voilà, ça me permet de vivre d'autres réalités à travers la fiction. Et donc, Stéphane Blé, voilà, c'est un gars qui s'occupe des jeunes, un peu en banlieue, tout ça, qui a pas trop de diplôme, mais qui est un bon gars.
il a du cœur et il s'occupe des gens et il s'occupe plus des gens que de lui-même et tout. Et donc, je me reconnais bien dans cette description-là. Et voilà, Stéphane Blé, c'est un peu moi dans une autre version, quoi. Ouais, c'est presque aussi un peu une version Mr. Smith au Sénat. Il a cette candeur comme ça, oui, tout à fait. Qui agit comme un très très puissant révélateur du cynisme ambiant, ouais, tout à fait. De la bêtise alentour aussi. Ouais. En fait, j'ai l'impression que souvent les gars gentils, parce qu'en fait maintenant à notre époque, j'ai l'impression que, je sais pas, être gentil, c'est un peu vu comme un défaut, ou comme si tu étais teubé, ou comme si ça valait pas le coup. Et j'aime bien prendre des gars gentils, animés par la gentillesse, pour qu'on voit bien que, tu vois, ils sont en opposition avec l'époque dans laquelle on vit, quoi. Parce que Stéphane Blé, évidemment, il est gentil, mais il a un peu de problèmes aussi psychologiques. Il est un petit peu vite fait, un peu homophobe, vite fait, un peu... Tu vois, c'est un gars... Non, mais je peux pas faire qu'un gars gentil et il se trimballe dans le film comme ça, il est que gentil. Donc voilà, je lui mets des petits travers, je lui mets des travers aussi. Mais j'aime bien le fait qu'il soit purement gentil, qu'il ait des bonnes intentions, mais qu'il soit un peu à côté de la plaque sur certaines choses, quoi. J'aime bien ça. Oui, il passe son temps à tout découvrir, à se retrouver parachuté aux Antilles, à ne pas comprendre la colère et qu'on le eut à ne rien savoir de ce qui se passe. Et en même temps, du coup, tout émerge. Oui, c'est clair. Mais en fait, voilà, le point de vue du gars qui veut faire des bonnes choses, c'est trop intéressant à utiliser parce qu'on se rend compte aussi qu'il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté pour faire les choses. Et que, bon, bah, c'est bien d'être... En même temps, c'est ce qui lui permet d'être un personnage intéressant, c'est ce qui lui permet d'avoir cette lumière et tout, et d'avoir la volonté de faire ce qu'il fait. Et en même temps, voilà, ça le met dans des problèmes. Et je me reconnais bien là-dedans parce que, à travers le personnage de Stéphane Blé, ça me ressemble bien parce que quand j'ai commencé à vouloir faire des films et tout, j'étais quand même en mode bah vas-y, allez, viens, on fait les films, viens, on fait ça, viens, on fait truc. Mais c'est bien pour commencer. Mais après, quand tu arrives dans le milieu à proprement dit, c'est pas si simple que ça. Donc c'est un peu un parallèle entre ma vie, moi, artistique, et le personnage. En fait, je me reconnais bien là-dedans, dans le bon gars, tout ça. Oui, et dans son parcours aussi, parce que il déplace en même temps des montagnes. Vous, au départ, vous n'aviez aucune carte en main, a priori, pour devenir auteur, réalisateur, comédien. Ouais. Et donc, il y a en effet ce chemin avec, en effet, obstacles, embûches, mais aussi cette progression extraordinaire. Ouais, ça, oui, parce que quand j'ai commencé, voilà, dans le milieu... comment dire, j'ai même du mal à dire cinéma tellement c'est pas mon délire. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans l'audiovisuel et les gens ils disaient mais arrête de dire l'audiovisuel, dis-le. Et là j'allais le dire en plus, j'allais dire ouais, quand j'ai commencé dans l'audiovisuel, c'est bon. Non, quand j'ai commencé un peu voilà dans le milieu du cinéma et tout, oui, j'avais aucune carte, j'avais rien du tout, je connaissais personne, je connaissais rien, mais j'avais que ma volonté et mes bonnes intentions. Et après, bon, bah, il a fallu, voilà, c'est clair, du courage, pas lâcher l'affaire et tout, mais ça part que de ça, en fait, que de la volonté, du courage et bonnes intentions. Voilà, comme En Place, ça part de ça, quoi. Et finalement, tu vois, le courage, la volonté, les bonnes intentions, être un bon gars, bien se comporter avec les gens, et ben, c'est la preuve que ça peut t'amener très loin, quoi. Parce que moi, je peux regarder n'importe qui dans les yeux, j'aurais aucun problème. J'ai fait du mal à personne, j'ai volé personne, tu vois. J'ai tout fait avec ma bonne foi, ma bonne volonté, mon courage. Et ce souffle d'espoir qu'on entend très très fort, là, à la fin du premier épisode, hein, vous lâchez les chevaux. Hein. Il y a la musique, il y a le ralenti, il y a la liesse collective. Ouais. C'est parce que vous êtes convaincu que la fiction, elle est là pour ça aussi, pour transmettre ce souffle d'espoir. Oui. Je sais que vous me disiez une fois que déjà le cinéma, que vous n'appeliez en effet que audiovisuel, vous n'osiez même pas y penser. Est-ce que la fiction, pour vous, elle est là pour que les jeunes spectateurs, quand ils regardent votre série, osent y penser ? En tout cas, moi, quand je fais les choses, j'essaye de le faire dans un geste collectif, quoi. Bien sûr que ça part de moi, ça part de ce que j'aime, ça part de ce qui me fait rire. Mais moi, quand je le fais pour les autres. Je le fais pour les gens. Donc oui, j'ai en tout cas l'espoir que oui, les petits films, les petites séries que je fais, tout ça et tout, ça peut influencer les gens à se lancer aussi et à croire que c'est possible et à croire que si on essaye de faire les choses ensemble, on peut aller très loin.
Voilà, moi, en tout cas, quand je fais les trucs, j'essaie toujours de faire en sorte que ça serve à quelque chose. Tu vois, comme mon film dans l'espace et tout, ou ma série, ou tout simplement Noir, le point de départ, c'est bien sûr moi, me faire kiffer, mais je me dis, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Et si ça sert à rien, vas-y, je le fais pas. Mais si je dis, ah ouais, ça peut peut-être servir à quelque chose, ça veut pas dire que ça va changer, tu vois, le monde, la France et tout. Mais en tout cas, j'essaie de toujours me dire, mais est-ce que ça sert à quelque chose, ce film-là? Et je trouve que c'est quand même assez important parce que quand tu as des moyens de faire un film, tu as les moyens de prendre la parole finalement avec ton scénario et tout, bah, j'essaye de faire en sorte que, ouais, je sais pas, le monde, ça va pas trop bien. Donc si on peut faire en sorte que ça aille mieux avec une petite série ou avec un petit film, c'est déjà pas mal. Bon, on va regarder un deuxième extrait où en effet ça résonne fort avec notre monde. Ah ouais? Le président Blé débarque dans 24 heures à l'Elysée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un saut dans l'inconnu. Bah, espérons pour lui que ça ne sera pas un saut dans le vide, parce que son slogan « Mangez bien, payez rien », c'est sympathique certes, mais c'est infinançable. Ouais. C'est quoi en fait son projet politique? Personne ne le sait. Une certitude lors des prochaines élections législatives, et on connaît la politique, il va se faire rétamer, laminer, ça c'est sûr. Ah, il a été élu, mais avec un taux d'abstention record. Il a moins de 2 mois pour devenir président de la République et surtout convaincre les Français. Vite, vite. On a gagné, on va profiter quand même, non? On n'a rien gagné du tout. Sans la majorité à l'Assemblée, on peut rien faire. Et le manger bien, payer rien, tu peux l'oublier. Ah non, non, s'il y a bien un truc que je vais faire, c'est ça. Crois-moi. On est d'accord. Donc on n'a pas le choix, va falloir trouver des soutiens et un vrai Premier ministre de gauche avec un vrai parti. Et il n'y a pas 36 000 solutions, donc ça sera soit Andréi... Eh, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie, t'as vu les casseroles qu'il a au cul en plus? C'est mort, je te le dis. On est d'accord. Ouais. Donc ça sera Corinne Douanier. Rocky Balboa, il taffe pas avec Apollo Creed, qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que si, dans Rocky 3. Excellente remarque. Appelle-la et propose-lui. Elle a pas de téléphone. C'est pour ça qu'on y va. Oh, waouh. T'es forte, hein? T'es une vraie tête pensante. Derrière ce tissu. Qui n'est qu'un tissu au fond, du coup, tu vois? Ce n'est qu'un tissu. Par contre, faut que je passe 2 minutes au quartier, là, j'ai un truc à régler. Quoi? Mais non, 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 on n'a pas le temps, là. Quoi, pas le temps? Je suis le président, je fais ce que je veux. Eh, cool, Raoul. Hein. Coup de porte, garde à tes beaux placards, je... Donc là, c'est la saison 2 qui a été lancée le 29 août, qui a été évidemment écrite quelques mois auparavant et qui percute au moment où on la regarde, évidemment, toute la séquence, tout le contexte politique dans lequel on est immergé, voire dans lequel on patauge franchement. Il y a tout, il y a l'extrême droite au port du pouvoir, il y a les stratégies d'alliance, il y a le vrai Premier ministre de gauche qui résonne avec beaucoup d'ironie, les enjeux d'alliance, le risque de blocage institutionnel. Toute cette matière-là, vous, comment est-ce que ce matériau du réel, il vient irriguer votre écriture et comment vos peurs aussi, probablement, sont à la source de ce que vous écrivez? Ouais, non, en fait, moi, quand on a écrit la saison 2 d'En Place, on était vraiment dans une projection personnelle. On n'essayait pas de coller à l'actualité ou de se dire, ouais, alors la France, ça va être comme ça, donc nous, on va faire ça. C'était vraiment pas du tout ça. On est dans la France d'aujourd'hui et on voit à peu près ce qui se passe et on se dit, ah bah alors, on essaye de se projeter sur nos craintes à nous et sur nos peurs à nous et sur nos objectifs à nous, nos rêves à nous. Donc moi, personnellement, je suis vraiment ancré très à gauche. Donc du coup, ce que je voulais, c'est que si je suis président, que la première ministre soit une femme et qu'elle soit de gauche. Et que le contexte dans lequel on est actuellement, il y a une forte présence de l'extrême droite et tout. Donc je voulais l'intégrer au truc. Et donc finalement, toutes mes craintes et tout ce dont j'avais envie, j'ai mélangé ça et ça a donné la vraie vie. Mais c'était pas dans mon objectif, c'était pas de faire un truc où on va faire comme dans le vrai monde, machin. C'était une projection personnelle et voilà. Et il se trouve que ça correspondait pas mal à ce qui se passait, quoi. Mais en plus, je suis vraiment pas un gars qui regarde la télé, qui regarde les infos. C'est arrivé, c'est un peu le hasard, quoi. C'est le hasard.
Rien d'incroyable. Ouais. Ou alors c'est que c'était très très présent. Ouais, inconsciemment. Oui. Ouais, peut-être que comme c'était. Peut-être comme que dans c'était- tous nos cerveaux. Oui, peut-être que c'était inconscient, mais en tout cas, il n'y a jamais l'idée de me dire oui, je vais coller à l'actualité, tout ça et tout. J'ai vraiment pas envie de ça. Quand j'écris de la fiction, quand je fais de la fiction, mon objectif à moi, c'est vraiment de me projeter, de raconter ce que moi j'ai envie de raconter, de mettre mes craintes à moi. Ça part d'un truc vraiment personnel pour les gens, quoi. Après, vous faites des choix très significatifs. Là, vous évoquez l'extrême droite. L'extrême droite, dans cette saison 2, on l'entend peu, finalement. Il y a un candidat, mais on entend peu le discours. Bon, il y a la litanie des chaînes d'infos, espèce de logoré, bolloré. Mais sinon, il n'y a pas tellement de place pour son discours. Par contre, vous avez choisi de mettre en scène la menace physique, parce qu'à la fin, il y a des supporters, des partisans qui tentent d'attaquer l'Élysée. Oui, parce que dans la série, on a essayé de montrer que l'extrême droite, c'est pas qu'une idéologie et que c'est aussi des gens qui sont violents, quoi. C'est des gens, ils font physiquement, moi je trouve que c'est une menace. Moi personnellement, je trouve que c'est une menace et que c'est pas que des idées, quoi. C'est pas que des choses qu'on dit à la télé. Oui, rentrez chez vous, machin. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'atmosphère qui devient plus tendue et qui peut se transformer en agression physique. Et comme ça fait partie de mes craintes, direction en place. Et du coup, j'ai mis en place qu'ils arrivent à l'Élysée, qu'ils cassent tout, qu'ils veulent me tabasser, tout ça et tout. Parce que ça part de mes craintes, mes propres peurs. Et donc, voilà, j'ai tout mélangé dedans. Voilà. C'est le bouillon des névroses. Exactement. Je pense que c'est ça aussi le boulot de scénariste, c'est qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est très personnel, quoi. C'est ma vision. Après, je pense que c'est la vision de pas mal de monde aussi. Mais voilà, ça part du personnel. Ouais. Il y a les angoisses et puis il y a l'idéal aussi. Oui. Un idéal très personnel, je crois qu'il vous tient vraiment à cœur, c'est le collectif. Oui. Et là, on le voit avec sa porte-parole. Mais elle compte beaucoup parce qu'elle est une des membres de son équipe. Et son équipe, vous la mettez extrêmement en scène dans la série au fil des 2 saisons. Il y a vraiment des interactions entre les uns et les autres. Oui. Ça, est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette équipe, vous la constituez dès le moment du casting, comment vous les dirigez sur le plateau, comment vous les faites vivre ensemble et quel sens ça a pour vous de ne pas être simplement sur Stéphane Blé, mais d'être vraiment dans cette dynamique-là? Oui, j'ai l'impression que voilà, aussi dans l'écriture de la comédie, moi, j'aime pas trop les personnages qui sont tout seuls. En fait, j'aime bien entourer mes personnages qui sont en interaction avec le monde et tout. Et là, comme c'est de la politique et qu'on est obligé de constituer une équipe technique, tu vois. Et là, pour moi, c'était idéal parce que je pouvais mettre tout ce que je voulais. Et je me suis dit, franchement, mon rêve absolu, ce serait que, franchement, il y ait une femme voilée qui soit porte-parole à l'Élysée, tout ça et tout. Donc, j'ai pris ma petite Swad que j'adore. J'ai dit, vas-y, viens toi. Je l'ai mis là. Je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien que, comme dans la vraie vie, quand tu t'en sors un petit peu, il y a toujours le cousin relou, tu vois. Il y a toujours le cousin relou qui est là, mais c'est ton cousin, tu peux rien faire, tu vois. Et il sort des dingueries et tout. Mais bon, c'est ton cousin, c'est la famille, donc vas-y, tu le prends, vas-y, taf. Après, je me suis dit, oh, Éric Judor, je l'adore. Il faut absolument que j'intègre Éric Judor à l'équipe et tout. Donc j'appelle Éric Judor, vas-y, viens, nanana. Tac, il vient, boum. Après, il y a qui? Il y a Pasquale, qui est un peu un espèce de... On ne sait pas trop ce qu'il fait, c'est le vieux monsieur, là, un peu moustachu, là. Et tout, je me suis dit, faut quand même un gars un peu vieux qu'on envoie paître. Qu'on envoie paître et tout. Mais trop gentil, qu'on adore, il essaye d'être avec nous et tout, mais on l'envoie paître tout le temps et tout. Tac, j'ai dit, vas-y, Pasquale, viens, boum. Et donc, en fait, ce qui fait que, finalement, il y a plein de profils différents, mais on se rend compte que c'est une vraie équipe et qu'ils interagissent ensemble et que, grâce à ce qu'ils ont réussi à faire, grâce à l'alchimie qu'il y a entre eux, ils ont réussi à porter Stéphane Blé président de la République. Et donc, c'est un peu, voilà, c'est pas hors du commun de raconter ça, mais c'est bien de prendre des profils différents qui travaillent ensemble pour un objectif et ils y arrivent et tout. Et que finalement, voilà, si on arrive à faire ça à petit comité, on peut le faire à grande échelle, en vrai de vrai.
Ouais, en mettant en scène ce petit collectif, c'est aussi une façon de ramener tout le monde vers le collectif, quoi. Exactement, exactement. Et comme moi, je viens d'une famille très très nombreuse, c'est vrai que la notion de collectif, c'est important pour moi. Et moi, j'ai vraiment mis du temps avant de me considérer comme un individu. Moi, je me suis toujours considéré comme un membre d'un groupe qui était ma famille, tu vois. Et c'est vraiment très 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 tard que j'ai compris, mais j'existe. Est-ce qu'avant, nous, on parlait pas, on disait, ouais, tu vas bien. Là, est-ce qu'on va bien? Tout le monde va bien, on va bien. C'était comme ça, moi, chez moi. Et finalement, voilà, là, bon, bah, j'ai appris, parce que quand on vieillit, tout ça, on se sépare un peu de ses frères et sœurs, machin. Après, on construit une autre famille, j'ai construit une autre famille, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me voir comme une individualité. Et donc, la notion de groupe, elle est très, très importante dans les films. Dans Tout simplement Noir, je fais une marche pour tout le monde. En place, j'ai mon petit groupe avec qui je travaille et pour être président et tout. Et j'ai un peu du mal à me considérer genre comme tout seul, solo. Bah là, le film Dans l'espace, c'est un groupe d'astronautes, machin, pour l'Afrique et tout. J'ai pas encore le truc de me dire, allez, c'est l'histoire d'un gars tout seul qui va truc. Pour l'instant, j'y arrive pas trop, mais peut-être ça va venir, hein, je sais pas. Alors c'est vrai que même dans vos films, vous êtes plusieurs, Ouais. mais est-ce que l'écriture sérielle, est-ce que la forme sérielle, vous avez le sentiment que c'est particulièrement adapté à faire exister comme ça des interactions entre les uns et les autres, parce qu'on les retrouve au fil des épisodes, parce qu'on les voit aussi évoluer. Il y a un super duo entre Éric Judor et Souad Arsène justement, où ça progresse, ça recule. Lui au début il est perclus de préjugés sur le voile, et puis peu à peu il avance. Vous avez le temps en série. Il y a des retours en arrière aussi, mais quand même ça progresse. Il y a tout ce cheminement qui fait vers un peu plus de complexité. Est-ce que vous avez le sentiment que la forme sérielle, elle est particulièrement bien adaptée à mettre en scène Oui, c'est un format qui s'y prête cet bien. effet de troupe, quoi. Oui, est clair, c'est un format qui se prête bien, mais qu'est-ce que c'est relou. Il y a beaucoup de taf, faut écrire sur tout le monde, ça m'a fatigué. Mais en tout cas, c'est vrai que le format de la série, c'est un bon format pour raconter plusieurs histoires. Et puis, tu peux développer plein de trucs sur plein de gens et tout. C'est bien, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. C'est tout ce que je peux dire. Le travail d'architecture. Ouais. De l'ossature des épisodes, des personnages. Faut faire attention à lui, faut faire attention à elle, faut faire attention au groupe, et le prochain épisode, et le prochain truc. Vas-y, salam. Laisse tomber. Franchement, les 2 saisons en place là, ça m'a fatigué. Franchement, Et en plus, non, mais aussi comme j'écrivais mon film aussi, peut-être c'est pour ça, parce que c'était important pour moi aussi de rester au cinéma et tout, et de continuer les choses au cinéma. Même si j'aime bien le format plateforme et tout, ça touche un public hyper large et tout, mais j'avais besoin de revenir à un truc plus cinématographique et tout, avec un truc, le début, la fin, ça se clôt pas, tac, vas-y. Le millefeuille, c'est fatigant. Ouais, franchement, c'est fatigant. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience, mais c'est fatigant. Bon, on regarde un 3e extrait de cette série fatigante. Vas-y. Hein. Jamais vous m'entendez. Jamais je ne pourrais ne serait-ce qu'imaginer ouvrir un compte aux îles Caïmans. C'est contraire à tout ce que je défends depuis toujours. Donc je ne vous laisserai pas bafouer mon honneur ainsi. C'est une ignominie. Tu vois, ça c'est la base. C'est une ignominie. Voilà, tu vois, l'offusquer. Et n'hésite pas à faire des gestes, tu vois. Ouais. Quoi? Des grands gestes, tu fais... Bon, tu vois. Voilà. Alors, 2e option, qui marche pas mal aussi, le surpris. Quoi? Moi? Avoir un compte aux îles Caïmans? Enfin, soyons sérieux, on est chez les fous. Tu vois? Non mais en fait, moi je voulais juste que tu... Attends, me coupe pas là, je suis chaud. Le bafouer. Jamais je n'aurais pu croire qu'un jour on allait me traîner dans la boue, de la sorte. Moi qui viens d'un milieu modeste. Moi dont la mère était femme de ménage. Bon? Non, j'ai grandi à Neuilly, mais on s'en fout. Tu vois, quand tu sais pas trop quoi dire, milieu modeste. Tu vois, ça, tu peux le dégainer. En plus, toi, c'est vrai, tu vois. Tu viens vraiment de la merde, donc tu vois, vas-y, quoi. De la merde? Ouais, okay. C'est un boulevard, profites-en, quoi. Okay. Et mon père, qui est mort au champ d'honneur pour la France. Quelle guerre? On s'en fout. Ah. Ce père analphabète, qui n'avait qu'un rêve pour son fils,
la promesse 100 fois renouvelée d'un destin républicain radieux. Je comprends pas, tu m'as perdu là. Exactement. C'est ça le but, tu vois? Le temps que je finisse ma réponse, toi t'as déjà oublié la question. Tu vois? J'y arriverai pas. Mais si. Non, j'y arriverai Mais pas. si. Vas-y, viens. Cas pratique. Je te fais le journaliste. Ok. Monsieur le Président, Oui. on dit que vous êtes déconnecté des Français. Que vous êtes le président des racailles. Non, mais pas de n'importe quand, les gestes. Fais ça quand ça a du sens. Ah, pardon. Mais oui, non. Pardon. L'autre, il chasse des mouches, là. Ok. Vas-y, réponds. Droit. J'entends les Français. Très bien. J'entends les peurs aussi. C'est bien. Mais je crois qu'avec les Français, on ne s'est pas compris. Non. Quoi? Non. Ne dis jamais que les Français n'ont pas compris. Mais oui, c'est la base. Ils sont susceptibles, en plus d'être des veaux. D'accord. Wow. Bon. En plus, les Français, moi, je les aime, tu sais. Voilà, ça, voilà. Et là, je joue pas, en fait. Là, je te parle sérieux. Hein? Ok. Waouh, d'accord. Ouais, c'est quand ton émission, là, déjà? En 2 heures. 2 heures. Ouais. On est mal. Bon, d'abord, il y a Alain Chabat. Comment vous l'avez imaginé dans ce rôle et qu'est-ce qu'il représentait pour vous, qui étiez, je crois, un jeune spectateur assez adorateur des nuls? Oui. Non, pour moi, je me suis dit que pour faire le président, il fallait le top du top des meilleurs des meilleurs. Et donc lui, je l'avais rencontré sur un film qu'on avait fait là avec Quentin Dupieux et tout. Et donc je l'ai rencontré et en plus d'être hyper talentueux, le gars est méga gentil, méga humble, méga tout en fait. Donc du coup, je me suis dit non mais c'est sûr que le président c'est Alain Chabat, sinon il n'y a pas de série. Et voilà, et lui aussi il m'aimait bien, moi je l'aimais bien. Et puis surtout moi quand je fais mes films et mes séries tout ça, il n'y a aucun gars que j'aime pas sur un plateau genre. Quand je décide de me lancer dans un film ou une série, genre, j'aime tous ceux que j'ai pris là, je les aime. Sinon, c'est même pas la peine. C'est plus important pour moi même. Je vous dis la vérité. Hein. Je préfère faire un film ou une série, genre avec que des gens que je kiffe et on rigole bien sur le tournage et c'est pas grave, le film il marche pas, que faire un film avec des super pointures et le film il marche. Je te jure que c'est vrai, des super pointures nulles. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, pour moi, j'ai tellement aimé humainement le gars que j'ai dit non, maintenant c'est lui, c'est clair, c'est lui. Et il est venu et finalement on n'était pas déçus. C'était incroyable, c'était génial, il était trop marrant. Et surtout, tu te rends compte que les gars, il a je sais pas combien d'années de carrière de comédie et tout, et il est tout le temps en train de douter. Tout le temps, il se remet en question, tout le temps, il est hyper humble et tout. Franchement, c'était un bonheur. C'était incroyable. Et cette séquence, c'est aussi l'occasion de parler, parce que des nombreux procédés comiques qui sont à l'œuvre en place, parce que la palette est large, et là, il y en a quelques-uns. Oui. Alors, il y a le comique de mots, avec les références, les effets de répétition, les trouvailles. Il y a le comique de situation, il y a le comique de caractère, il y a parfois des petits moments qui vont jusqu'à l'absurde, il y a le comique de geste, et ça, en général, c'est beaucoup vous qui donnez de votre personne. Oui, j'aime bien, ouais. Ça vous... là, il y en a un petit instant, un moment où vous vous dépliez tout d'un coup. Ouais. Il y a aussi une autre séquence, pour ceux qui ont vu la série de la première saison, où vous interprétez sous la contrainte une danse devant la reine de Norvège. Ah oui. J'ai aperçu dans le making-of que vous aviez eu une coach et tout pour ça. Oui. Et là, en effet, vous déployez complètement. Et vous pouvez nous raconter ça comment, à ce moment-là, comme vous dites que vous aimez bien justement ce ressort-là?
Non, mais en fait j'ai l'impression que la comédie, en tout cas telle que moi je la conçois, c'est pas que des mots et c'est pas que des punchlines. C'est aussi physique, c'est aussi dans l'attitude et c'est aussi la situation. Et donc je me suis dit, voilà, pour la saison 2 d'En Place, j'aimerais bien que le président il soit obligé de faire un truc qu'il n'a pas envie de faire dans un domaine qu'il connaît pas du tout. Et donc le moment est venu où on s'est dit, bon, on va lui faire de la danse norvégienne, je crois. Et donc déjà, je danse pas très bien dans la vraie vie. Alors en plus, danser de la danse norvégienne et tout, je me suis dit, ah ouais, ça va être trop bien. Et c'était hyper dur parce qu'il fallait que ça ressemble quand même un peu à de la danse norvégienne, mais que ce soit un peu nul, quoi, tu vois. Et donc, ouais, non, moi, je suis vraiment... La comédie, pour moi, c'est autant du Pierre Richard que du Jamel, que du... comment il s'appelle, mon gars sûr, là, Jim Carrey. Vous voyez, voilà, j'essaye de tout mélanger parce que j'ai l'impression que si on est... Et aussi de la gêne, j'aime bien aussi, comment il s'appelle... l'autre là, Steve Carell, tout ça. En fait, je mélange tout. J'essaye de mélanger toutes les formes de comédie pour donner un truc intéressant. Parce que j'ai l'impression que si on fait que parler, c'est relou. Donc voilà. Et j'aime bien aussi, oui, comme j'adore aussi Belmondo, j'aime par exemple dans Tout Simplement Noir. Je me rappelle quand on a écrit le film et tout, à un moment donné, j'ai dit à mon co-réalisateur John Wax, que je salue, et je lui ai dit, frère, si on casse pas une table dans Tout Simplement Noir, ce sera pas un bon film. Il me dit, quoi? Je dis, tu vois, quand je vais faire la scène avec Claudia, là, il faut qu'elle me mette un coup et que je casse une table. Il comprenait pas, il disait, vas-y, on va voir. On arrivait le jour du tournage, 2 jours avant le tournage, j'ai dit, John, est-ce qu'il y a la table que je vais casser? Et elle dit, ouais, c'est bon, t'inquiète, il y a une table et tout. Et finalement, ouais, Claudia, elle m'a tapé, tout ça et tout, j'ai sauté sur la table, j'étais tellement content. C'est là, parce que ça, c'est les bails que je voyais dans les films de Belmondo, tu vois. Même Lino Ventura, quand il met des tartes aux gens, il traverse la porte et tout. J'ai dit, franchement, mon premier film, même s'il ne marche pas, même si c'est peut-être nul ou quoi que ce soit, il faut absolument que je casse une table. Et finalement, tu vois, la scène, les gens, ils l'ont reconnu et tout. Les gens, ils l'ont retenu. Ils me disaient, ah, Claudia, trop bien, elle te met une tarte et tout. Mais ils ne savent pas que c'est parce qu'il y a la table que je casse. C'est les ressorts comiques importants. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait dans En Place la saison 2, ça m'énerve. Mais ouais, j'aime bien vraiment les trucs de situation, j'aime bien les trucs de comédie française des années 80 à la Pierre Richard et tout. J'essaye de mélanger tous les styles de comédie dans ma comédie, quoi. Tout ce que j'aime. Donc il y a une table éclatée, une chorégraphie norvégienne. Déjà, vous aviez une idée de ce que c'était que la danse norvégienne? Non, jamais. Quand vous dites qu'il faudrait que ça ressemble à une danse norvégienne, on a l'impression que vous connaissez. Non, mais non, Marjolaine, il y a YouTube aujourd'hui. On va sur Internet, j'ai mis danse norvégienne et j'ai vu à quoi ça ressemblait. Mais tu vois, par exemple, dans Rabbi Jacob et tout, Louis de Funès, au moment où il danse et tout, là, je me suis dit, ouais, il faut que je danse et tout. Okay. Et voilà, en fait, ça part aussi de ce que j'aime voir à la télé, ce que j'aimais quand j'étais gosse et tout. Et voilà, j'essaie de tout mélanger, en tout cas, pour pas que ce soit qu'un seul style d'humour dedans. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, j'essaye de mettre plein de choses dedans, quoi. Et donc, la prochaine vision, le prochain truc à faire absolument? Là, maintenant qu'on se le dit, là, j'aimerais bien traverser une porte. Comme à l'ancienne, tu vois, dans les films de Lino Ventura, là, des fois, il prend quelqu'un, il le pousse comme ça, il casse la table, il casse la porte. J'aimerais bien faire ça. Je vais essayer de faire ça. Ouais, j'aime bien. Dans la fusée, traverser une porte. Non, la fusée, c'est mort. La fusée, c'est mort. Ouais. Non, la fusée, la fusée, ce que j'aimais bien dans le film, le prochain film que je fais, c'est le côté vaisseau spatial. Vaisseau spatial dans l'espace, entraînement, sélection. Ça, j'aimais bien ça parce que je voyais, c'est des codes de films qu'on voit souvent avec les Américains et tout. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça et tout, mais avec des Africains et tout. Et donc, voilà. En fait, ça part du désir, voilà, de cinéma qu'on voit, je sais pas, 5e élément, Interstellar et tout. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire ça. Mais ça, j'ai eu l'idée même avant Tout Simplement Noir. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un film de l'espace, mais qu'avec des quinfris et tout. Voir comment, même le vaisseau, même imaginer le vaisseau, les tenues d'astronautes et tout. Tout ça me plaisait bien. Et finalement, voilà, c'est ça aussi le travail de scénariste. C'est essayer de mettre en place des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'aurait jamais vues s'il n'y avait pas de film. Et là, je trouve que mon deuxième film, il s'y prête bien à cette thématique-là, quoi. Même un vaisseau spatial africain, une fusée africaine, les tenues d'astronautes vraiment africaines et tout, avec des problématiques
africaine, mais aussi, c'est vrai, ça parle d'écologie, comment sauver la planète et tout, mais voilà, je sais que voilà, scénariste, c'est aussi ça, c'est mettre en image des trucs qu'on verra jamais. Enfin, j'espère qu'on verra ça un jour, oh là là, excusez-moi, j'espère qu'on verra ça un jour et qu'on verra sûrement ça. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, comme il n'y a pas, eh ben, on essaye de mettre ça en image. Voilà, c'est ça le bail. Et l'humour, Ouais. pour vous, c'est... Enfin, quand on regarde en place, on a le sentiment que c'est vraiment un outil, voire une arme, Ouais. pour débusquer Ah oui. absolument tout ce qui empoisonne l'inconscient collectif. Les préjugés, le racisme, la litanie d'extrême droitisation des cerveaux, l'ordre social établi pour préserver les positions des dominants, enfin, et que vous avez cette utilisation-là de l'humour. Oui, c'est clair. C'est vrai que l'humour, je me suis rendu compte très vite que c'était vraiment une arme, quoi. Qu'avec l'humour, on peut faire passer plein de messages, on peut faire plein de choses. Et j'ai l'impression que, tu vois, par exemple, tout simplement noir. Après, l'humour, c'est mon langage. C'est ma manière à moi de communiquer. Mais j'ai l'impression que si j'avais fait tout simplement noir, genre sans humour, je ne sais pas si ce serait passé, si le message serait passé, quoi. Le fait de mettre de l'humour dans les choses, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Il y a des cinéastes qui font des choses très bien, comme Alice Diop, Mati Diop, Lajli, Simon Montero. Il y en a qui font des trucs genre pas marrants. Et c'est super. Mais moi, en tout cas, ma manière de faire passer mon message, c'est par l'humour. Et en plus, c'est plus facile pour moi, j'ai remarqué. Parce que dès que j'essaye de faire un truc genre sérieux, j'y arrive pas. Il y a toujours un petit moment où j'aurai le petit décalage et tout. Ce qui ne veut pas dire que peut-être qu'un jour je ne ferai pas un film sérieux, mais là pour moi, genre écrire des choses marrantes, c'est vraiment naturel, quoi. C'est vraiment ma manière à moi de désamorcer, de communiquer, et c'est mon rapport au monde. Après, peut-être que l'humour, c'est peut-être aussi de la pudeur, tu vois, pour pas trop être à découvert, on fait rire et tout, tu vois. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment le moyen de communication le plus facile pour moi. Vraiment. Et vous avez été à quelle école? Moi? Pour ça, pour apprendre l'humour. L'humour. Quand est-ce que vous avez rodé vos... Oui, non, alors comme tout comment? le monde, le collège. Ouais. Le collège. Fondateur. Ouais, ça c'est comme tout le monde, hein. Tu arrives au collège, tu vois que... En plus, moi j'étais dans un collège, moi j'étais à Caen et tout. Et mon collège, j'étais un peu dans un collège de Cassos et tout. Et je vois, les gens, ils venaient à l'école que pour rigoler. Ils venaient pas pour travailler. Alors que moi, j'étais un petit mec normal, sage. Moi, j'étais timide avant. J'étais un gars timide, je parlais pas trop, j'étais cool et tout. J'arrive dans ce collège, je vois personne n'en a rien à foutre de rien. Tout le monde rigole et tout. Je dis, ah ouais, ça existe ça? Je me suis lancé là-dedans. J'ai vu que les gens ils rigolaient aussi à mes trucs. Et aussi, sinon, oui, ma famille. Moi, j'ai 8 frères et sœurs. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que chez moi, voilà, ma mère aussi, elle est très marrante. Et puis moi, j'ai une position délicate parce que je suis le 5e. Donc moi, je suis vraiment celui du milieu, celui que personne calculait, quoi. J'étais absent, tout le monde s'en foutait de moi, tu vois. Et donc, du coup, ma manière aussi de me faire remarquer à la maison avec mes frères et sœurs, c'était de faire des petites blagues, même si les gens s'en foutaient. Mais je faisais quand même des petites blagues, je plaçais des trucs, machin, tout ça. Et c'est vrai que ma famille... De toute façon, chez moi, il y a beaucoup plus beau gosse que moi, il y a beaucoup plus marrant que moi, il y a beaucoup plus tout que moi. Est-ce possible? Bien sûr. Grave. Parce que je connais pas mes frères. C'est grave des beaux gosses et tout. Et donc, du coup, il y avait ma manière à moi que j'avais de rentrer en communication avec mes frères et sœurs, c'était souvent l'humour. Même si ça les faisait pas toujours rire. Mais c'était vraiment ce biais-là. Mais ma famille, vraiment, c'est que des marrants. Ma daronne, elle est trop marrante. Et puis d'ailleurs, ouais, ma daronne aussi m'a mis un peu dans le truc parce que comme elle se foutait beaucoup de ma gueule, j'étais... non, mais gentiment. Ça entraîne. Ça. Ouais, ça m'a entraîné, quoi. Et franchement, elle se moquait beaucoup de moi. Limite harcèlement, quoi. Mais bon, ça m'a construit, et voilà. Et aujourd'hui, t'as vu, je suis bien dans ma tête. Et à table, donc vous vous faisiez bien vanner, ou vous vanniez mutuellement. Il y avait aussi beaucoup de discussions politiques. Dans cette séquence-là,
il y a plein de références qui nous parlent à tous de notre histoire collective. Oui. Mais vous, c'est un bain aussi dans lequel c'est aussi une de vos matières premières. Oui. Moi, ma famille, mes parents, ils sont très engagés politiquement. Ils sont arrivés en France. Mon père est arrivé en France en 77. Ma mère, elle a dû arriver en 79, un truc comme ça. Et moi, je suis né en 80. Et donc, eux, ils sont arrivés dans le jus, Parti Socialiste, Mitterrand, machin, tout ça. Et mes parents, ils font partie quand même des déçus du Parti Socialiste. Et ils étaient mais vraiment à fond, François Mitterrand. Il y avait, dans la ville où on habitait, il y avait un... Comment on appelle ça? Tu sais, les locales... Les spécial Parti Socialiste et tout ça, ils allaient là-bas, ils faisaient des débats, des trucs de ouf. Et moi j'étais là, je les regardais, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils avaient même un pote de voisinage qui s'appelait Guy Bresson, qui est, voilà, paix à son âme et tout. Il parlait du Parti Socialiste, qu'il faut faire pour la France, comment il faut changer les choses, comment il faut... Il y avait beaucoup de débats sur comment changer la France et tout, comment faire en sorte que ça se passe mieux et tout. Mon père et ma mère, ils étaient... Non, mon père plus. Ma mère, elle était plus côté Afrique. Ma mère, c'était vraiment l'Afrique un peu, voilà. Bon, elle était aussi impliquée dans le Parti Socialiste, mais elle était plus dans l'Afrique. Et mon père, lui, c'était vraiment, lui, la France, Interville, Patrick Sébastien. Lui, il était vraiment à fond dans le truc. Et voilà, je les écoutais, je regardais, mais finalement, ça imprègne quand même. Ça imprègne quand même malgré nous, malgré moi, ça m'a imprégné. Et il y avait aussi ce côté-là, très France et tout, et il y avait aussi le côté panafricain. Le côté Thomas Sankara, oui, ce qu'il faut faire pour que l'Afrique aille mieux, pour se libérer, la Côte d'Ivoire, on en a marre de ça, on veut avancer, on veut changer. Il y avait les deux, en fait. C'était un côté très français, Parti Socialiste, on va y arriver, machin, tout ça. Et l'autre côté, c'était panafricain, Thomas Sankara, l'Afrique, non, il faut qu'on s'en sorte, l'indépendance, ouais, on en a marre et tout. C'était un peu schizophrène, quoi. Mais voilà, c'était ça, c'est ça mes parents. Et vous parliez Interville, Patrick Sébastien, de cette télé-là. Oui. Et tout à l'heure, vous parliez aussi de cette ambition, cette envie de devenir réalisateur pour faire exister ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'a pas vu encore jusqu'ici. La télé de ces années-là, il manquait quand même une énorme partie grave. de la population française, au point d'invisibilisation, enfin au point qu'on devait pouvoir avoir l'impression de ne pas exister tellement vous n'étiez pas, tellement plein de gens n'étaient pas représentés. C'est parce que je pense qu'on va regarder un dernier extrait de votre série Craignos, et carrément Craignos, qui est la saison 2, la suite de Craignos. Ouais. Bon, on va commenter l'extrait, mais peut-être que d'abord vous avez envie de parler de la télé des années 80. De parler de tout, de parler du pouvoir de représentation. Ah oui. Mais non, mais ce qui est fou, c'est que moi, je suis vraiment un pur gars des années 90 et tout, genre. C'est vraiment la télé que je regardais, quoi. Je sais pas, les Inconnus, les Nuls, Interville, Patrick Sébastien qui se déguisait là. Tu vois, il y avait des caméras cachées, Patrick Sébastien. J'adorais ce gars-là. Et d'ailleurs, quand j'étais gosse, je voulais être genre très ringard. Je sais même pas si je vais le dire, mais en fait, quand j'étais jeune, vraiment, je voulais être imitateur. Il y avait des gens qui venaient à la télé et qui imitaient, je sais pas, Mitterrand, Georges Marchais et tout ça. Moi, j'étais là, je les regardais comme ça. Je disais, ah ouais, c'est incroyable, tellement plouc. Bref, donc, ouais, moi, je fais partie de cette génération-là. Mais à l'époque, en fait, on était tellement extrait du game qu'on ne s'envisageait même pas dedans. Mais on avait accepté qu'on n'était pas dans le game. Donc, on les laissait, on regardait. Tu vois, sans s'imaginer être acteur ou être réalisateur. Mais on avait accepté que ce n'était pas notre monde. Et que quand même, voilà, moi, je kiffais quand même. Regarder les musclés. Le groupe, et musclés, voilà. Je kiffais regarder ça, je kiffais regarder le Club Dorothée, je kiffais regarder les caméras cachées de Patrick Sébastien. Ouais, c'était totalement ma culture. Mais c'est après, quand on est ado, en fait. C'est quand je suis devenu ado et qu'on a commencé à voir des trucs américains avec Will Smith, Eddie Murphy, tout ça. C'est là qu'on commence à comprendre que, ah ouais, mais en fait, aux États-Unis, il y a quand même des gens là-bas, des Renois qui font des trucs. Nous, ici, il n'y a personne. Donc le questionnement, il vient plus tard, quoi. Mais le questionnement, il arrive, mais sans jamais oser se dire que j'allais devenir réalisateur ou acteur. Ça me fascine, par exemple.
comment il s'appelle mon gars, Raphaël Quenard. Lui, depuis qu'il est ado, il veut être acteur. Mais moi, ado, mais j'en avais rien à foutre d'être acteur. Moi, pour moi, ado, mes références étaient footballeurs, rappeurs. Et les seuls modèles que j'avais quand j'étais ado, c'était Secteur A. C'était Stomy Bugsy, Doc Gineco, tu vois. Donc, mes modèles à moi, c'était ça. Et c'était ça mon rêve. Et je suis fasciné par les gars, genre, ouais, ben moi, à 12 ans, je voulais être acteur. Je regarde mon gars Raphaël, je dis, ah bon? Il me dit, bah oui, moi, depuis que je suis gosse, j'ai envie d'être acteur et tout. Et voilà, moi, en tout cas, j'avais. En même temps, le rap, ça a été une étape fondatrice vers ça. Ça a été une vraie. Oui, moi, pour moi, le rap, c'est vraiment primordial dans ma culture. Parce que grâce au rap, je me suis assumé, j'ai appris à être fier de ce que j'étais, j'ai appris à entreprendre, j'ai appris à m'exprimer. D'ailleurs, c'est grâce au rap que je suis devenu réalisateur parce que j'avais un groupe de rap et on avait besoin de faire des clips. Mais personne ne réalisait dans mon groupe. On ne savait même pas ce que c'était, réaliser un clip et tout. Et un jour, on s'est réveillé un jour, on a dit, bah vas-y les gars, venez, on fait un clip. Bah, qui va réaliser? Et c'est là que j'ai dit, bah vas-y, moi. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser le truc. Donc le rap, ça m'a tout apporté. Genre, s'il n'y avait pas de rap, j'aurais même pas fait de film, j'aurais rien écrit et tout. Même le fait d'écrire des couplets de rap, ça m'a poussé vers le scénario en fait. En fait, le rap, le fait d'avoir fait du rap et d'avoir sorti un album qui n'a pas marché, mais c'est pas le problème. Mais le fait d'avoir fait un album, ça m'a montré que j'étais capable de faire des choses en fait. Et ça m'a montré que en fait, je pouvais choisir ma vie. J'avais l'impression autour de moi souvent que les gens ils subissaient leur vie. Et le rap, quand on a sorti notre CD de rap et tout, je me suis dit, mais en fait, je peux choisir ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, à essayer de réaliser et tout. Pour moi, le rap, c'est un élément central dans ma vie, vraiment, vraiment. S'il n'y avait pas de rap, et d'ailleurs, on m'a dit souvent, quand j'ai fait Tout simplement Noir, que le film, il ressemblait un peu à du rap, dans la manière d'approcher les scènes, avec les punchlines, tout ça, et que chaque scène, ça représentait comme un espèce de morceau et tout. Mais c'est totalement vrai, en fait. Mon approche, elle est très hip-hop. Et surtout, même sur le tournage, évidemment que le scénario, il est écrit et tout, et que quand on arrive, il y a les scènes à jouer et tout. Mais moi, quand j'arrive le matin sur le plateau, je regarde la scène, ok, c'est pas mal, mais comment on va casser tout ça et comment on va réinventer le truc et comment on va l'améliorer, tout ça. Ça, c'est très hip-hop. T'as capté ce que je suis en train de dire ou pas? Non, c'est vrai, c'est vrai. On regarde le dernier extrait? Ok. Je sais pas, mec. Je sais pas quoi, mais tu sais pas quoi. Vas-y, me presse pas comme ça. C'est pas toi qui m'as dit par rapport à Elena, tu voulais racheter sa liberté. Oui, mais pas comme ça, un truc moins risqué. Mais tu veux faire quoi de moins risqué? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux déposer des CV? Prendre un crédit sur 25 ans et payer en ticket resto, c'est ça que tu veux? Mais non, mais frérot, il va me canner, c'est un psychopathe. Et on est sûr qu'elle y est la co, comment? Oui, au commissariat, oui, elle y est. Qui t'a dit? C'est le gars qui m'a dit ça, Tito, c'est le gars qui m'a dit ça. La dernière fois que je l'ai vu, il sentait la putain de bière. C'est un psychopathe, il va me canner, frère, je te le dis. J'ai besoin de toi. Ça va me rapporter cette fois? Ah ben super, d'accord. Donc je te dis que je vais me faire canner, toi tu penses à ta rentabilité et ta ménagère de plus de 50 ans, c'est ça qui t'intéresse? Qu'est-ce que t'as contre les ménagères? On n'est pas là pour juger, y a pas de souci, frérot. Donc ma question, c'est combien ça va me rapporter? Hein? T'as une idée? Donne-moi un chiffre. Une fourchette, quelque chose pour que je sache le prix. Et Nénès, j'ai un projet de vie maintenant, donc donne-moi un putain de chiffre. Combien ça va me rapporter? Sercom. Oh, merci. Ça va? Ça va ou quoi? Ouais. Ça se passe? Shérif, ça va? Jessie, ça va? Comment ça passe, toi? Dis-moi, on a une petite question à te poser. Vas-y, dis-moi. C'est combien un kilo de coke? Un kilo? Ouais. Pur? 30 balles. Si elle est charclée, 22. C'est quoi charclé? Coupé. Ah, ok. Je connais des mecs qui peuvent prendre votre kilo. C'est lui. Quand il dit ça, c'est lui. Je t'ai dit des mecs. C'est toi. Je t'ai dit des mecs. Ah, ok, c'est pas lui. Arrête de forcer. Mais il est où votre kilo? Oui, il arrive. Il arrive. Et juste, tes potes intéressés là, ouais. On peut leur faire signer un contrat? Comme ça, c'est carré entre nous, tu vois. Faire signer quoi? Un contrat. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ok, tranquille. Vas-y. Merci, Sarkam. Shérif, salut. En fait, dans ce milieu-là, ils aiment pas trop les contrats, je crois. Ah, pourquoi? Faut pas que ça laisse des traces. Ils sont dans l'illégalité, donc ça veut dire c'est illégal.
Alors carrément Craignos, au départ c'était sur YouTube, après ça avait été récupéré par France.tv. C'est l'histoire d'une bande de pieds nickelés des cités, qui est une sorte de roman picaresque un peu à cloche-pied. Et c'est surtout une façon de raconter la banlieue comme un matériau romanesque à part entière qui va faire pousser des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires d'amitié. Ouais. Non, Craignos, ça fait longtemps que j'avais vu ça. Craignos, c'est... En fait, j'ai pris plein d'histoires de plein de gens que je connaissais dans mon entourage et j'ai mélangé ça dans Craignos, quoi. Mais oui, c'était une manière de raconter un peu, voilà... raconter un héros un peu anti-héros dans un milieu un peu hostile, tout ça, mais en même temps dedans on met de l'amour, on met de l'amitié, on met la famille, on met plein de choses et tout. Et à la base, voilà, Craignos c'est parti d'un moment où vraiment j'étais au chômage, c'était la galère et tout, pas de thunes, pas de gens, rien du tout. Et donc il y a un pote et tout qui me dit vas-y viens, on s'associe, on fait une série, tout ça et tout. C'est là qu'on a fait la saison 1 et tout, il n'y avait pas de zèle, il n'y avait rien. On a fait le truc quand même, on a essayé de le vendre, personne n'en voulait. Et au bout d'un moment, je sais pas, il y a France Télé qui s'est manifesté et on a fait la saison 2 et tout. Et ouais, c'est des bons souvenirs en tout cas. Mais vraiment, il n'y avait rien du tout qui nous poussait à faire Craignos. Vraiment, mais rien, personne ne nous voulait, j'étais pas connu, j'avais rien fait. J'avais juste l'idée de raconter quelque chose à ma manière et rigoler et passer du bon temps avec mes gars. Tous ceux qui sont dans Craignos, c'est que mes gars. C'est tous mes potes au chômage qui n'avaient rien à faire. Voilà, on s'est associés tous ensemble, on a décidé de faire la série, on a fait la série, on a essayé de la vendre, personne n'en voulait et finalement, après quelques années, il y en a qui, voilà, France Télévisions l'a voulu. Et c'est un des rares récits à la télé, en plus sous forme sérielle, donc avec du souffle quand même, qui raconte... Si, il y a les Lascars aussi, qui avaient cette fonction aussi de raconter la banlieue comme un véritable matériau romanesque. Oui. Mais on parlait tout à l'heure de la télé des années 90. Enfin, encore une fois, là, vous avez écrit quelque chose qui manquait, qu'on ne voyait pas. Et puis, avec cette idée de tisser ensemble que tous les souvenirs d'enfance ou tous les... peuvent donner lieu à des histoires tout à fait. Qui viennent se tisser ensemble dans un récit collectif. Ouais. Là-dedans encore, oui, c'est clair que c'est une histoire de groupe parce qu'il y a Tito et Sam qui sont mes vrais amis dans la vie et tout. L'autre fille et Jérôme que j'ai pris. J'ai dit vas-y, venez, on fait une série et tout. Il était là, mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes toi? Je dis vas-y, allez, venez. Je les ai pris, on a fait la série et on a essayé de raconter à notre manière, voilà, notre vision des choses avec de la comédie, bien sûr. Mais évidemment, comme c'est une série, il faut des problèmes, il faut des histoires, il faut des trucs. Donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Tout ça pour rigoler, quoi. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Bon, on va peut-être passer aux questions du public. Vas-y. Qui ont probablement des questions. Est-ce qu'il y a des gens que je connais là-dedans? Non. si, je me rappelle. Déjà, mon gars, je voulais dire, tu régales. Merci. Ah, merci tu régales, merci, vraiment. Merci. Je tenais à le souligner. Et j'ai vu une interview, un podcast, où tu disais, à la fin, tu disais qu'une certaine scène de ton film, Pathé l'avait refusé ou un truc comme ça. Il voulait pas que tu l'inclues à ton premier film. Ouais. Et en fait, moi, je suis en train d'écrire un long métrage en ce moment. Ouais. Et moi, je pense que c'est tout le film, tout court, que personne voudra, tu vois. Que les réals et tout, que les réals, que les producteurs et tout vont... que ça va être compliqué, quoi. Ouais. Et comment t'as fait, toi, pour faire face à ça, en fait? À ça en fait, alors, comment ça s'est passé? Moi, c'était pareil que toi. Moi, j'ai menti, en fait. Je vais pas te mentir, j'ai menti. En fait, je suis arrivé chez Gaumont et je leur ai dit que je voulais faire Tout simplement noir. Ils aimaient bien l'idée. Mais ça semblait compliqué à mettre en place parce que j'avais besoin de Omar, de Fabrice, d'Éric Judor, Farid, machin, tout ça. Et quand je suis arrivé au rendez-vous, j'ai dit, ils ont tous accepté, frère. Alors que personne n'était au courant. Et du coup, pour faire le film, j'ai fait ce que j'ai fait dans le film.
Je suis parti voir tout le monde pour leur dire, au lieu de leur parler de la marche, j'ai dit non, mais moi je fais mon film, faut que tu viennes, ça va être chambé, machin, tout ça et tout. Et j'ai été voir chaque personne, sauf Omar, parce qu'il était à Los Angeles, mais j'ai été voir chaque personne et je leur ai demandé de jouer dans mon film et tout. Et par la grâce de Dieu, ils ont accepté, ils ont été dans le film. Mais j'ai l'impression que, pour moi, ce que j'ai retenu de Tout simplement noir, c'est que finalement, c'est pas tellement toi qui as besoin d'eux, en fait. En fait, eux, ils ont aussi besoin de toi. En fait, on est dans un tournant de la fiction française où maintenant, on a besoin de nouveaux récits, on a besoin de nouvelles têtes, on a besoin... Tu vois, moi, je te dis la vérité, moi, je crois pas que je suis un gars de ouf. Hein. C'est juste que, en fait, je suis venu avec une histoire qui était différente, que j'avais envie de raconter. Et qu'aujourd'hui, dans le cinéma, dans la fiction française, dans les séries ou dans le cinéma, en fait, avec les plateformes et tout, les gens, ils ont besoin de nouvelles têtes, de nouvelles histoires, de nouveaux récits, de nouveaux bails, tu vois. Et finalement, je suis arrivé dans un endroit où, ouais, ok, ouais, vas-y, bon, il a l'air marrant et tout, tac. J'ai menti, bien sûr. Sinon, je sais pas si ce serait passé. Mais voilà, et finalement, j'ai été voir les gens et ils sont passés dedans. Mais avec le recul, je me rends compte que finalement, Gaumont, ils avaient autant besoin de moi que moi j'avais besoin d'eux. Donc faut pas que tu te places dans le truc de te dire ouais mais ils voudront pas ça. Non, tout le monde a besoin de tout le monde. Et toi, ton expérience à toi, ta vie personnelle fait que tu es importante et tu es particulière. Et ce que tu as à raconter, c'est important. Mais si tu arrives et que tu te dénigres toi-même en disant ouais mais ils vont pas accepter tout ça, c'est mort. Ouais, m'agresse pas, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est ouf celle-là. Oui, mais t'inquiète pas. Et si c'est important, et si c'est bien, vous allez le faire. Et ça va marcher. Mais il faut que tu aies confiance en toi. Et il faut que tu saches que dans ton rapport à eux, faut pas que tu ailles en mode ouais, mais je vous demande un service. C'est pas un service. Et ils ont besoin de toi autant que toi, tu as besoin d'eux. Donc dans le rapport, c'est égal, 50%, 50-50. Mais vraiment, hein, je le pense. Hein. Oh, il y en a partout des producteurs, tu vas trouver, t'inquiète. Mais moi, je pense que tu vas y arriver. Enfin bon, si ce que tu fais, c'est bien, bien sûr. Vas-y, y a pas de problème, on est ensemble, mais calme-toi, calme-toi. Ok, cool. Ah ouais, putain. Ça va ? Déjà, merci pour ce moment. Moi, je trouve que tu es un ovni. Et je sais pas comment le prendre. Un peu comme Jules et Raphaël. Ah ouais, ok, bon, ça me fait plaisir. Moi, ma question, c'est déjà, est-ce que c'est quoi l'expérience que tu as tirée du film African Gangster avec Alpha 520 que j'avais vu à l'époque? Alors ouais, mon film African Gangster, alors je vais expliquer qu'en fait, quand j'ai commencé, j'ai fait un documentaire sur le rap d'abord. C'était un documentaire sur le rap indépendant qui s'appelait Déolobac, qui a été un flop total. On l'avait sorti en DVD, avec des potes à moi, on s'était associés, mais quel flop incroyable. Ça n'a pas marché. Mais de ce documentaire-là, j'avais croisé beaucoup de rappeurs indépendants et j'ai croisé un gars qui s'appelait Alpha 520, qui est un rappeur très connu des années 2010 comme ça. Et donc à ce moment-là de ma vie, où j'étais vraiment un chien et c'était la merde totale, il m'a dit vas-y, tiens, je te donne 20 000 €, viens, on fait un film. Mais 20 000 € pour moi à l'époque, c'était genre 2 millions. C'était la première fois que quelqu'un me confiait de l'argent pour faire un film. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, j'avais plus de pression quand j'ai tourné le film à 20 000 € d'Alpha 520 que quand j'ai fait Tout simplement noir à 2 millions. Parce que les 20 000 € d'Alpha 520, Alpha 520, il est là, il est concret, il est là tous les jours. Gaumont, ils sont dans des bureaux là-bas. Donc, ouais, l'expérience que j'ai retenue de African Gangster, déjà, c'était que j'étais capable de faire un film. Une fois que j'ai fait mon album de rap, qui n'a pas marché, j'insiste beaucoup sur les choses qui n'ont pas marché. Est-ce que c'est la réalité? Parce que les gens, ils me voient, ils disent « Ouais, vas-y, Tout simplement noir, ça a cartonné. Ouais, lui, c'est bon, il est en place. » Et mon gars, avant d'être en place, c'était flop sur flop sur flop sur flop. C'est 10 ans de flop pour qu'une fois, il y a un truc qui marche. Tu vois, mais c'est passé par beaucoup de flops. Donc quand j'ai fait African Gangster, là je me suis rendu compte que j'étais capable de faire un film. C'était trop bien cette sensation-là.
même si c'était qu'avec 20 000 euros, même si le film, voilà, il y avait des difficultés à l'intérieur du film, mais j'ai écrit le scénar, mon gars sûr, il m'a donné 20 000 euros en cash, je m'en rappelle très bien. Donné comme ça, avec les 20 000 euros, il fallait que je paye les acteurs, il fallait que je paye le montage, il fallait que je fasse plein de trucs, mais j'ai réussi à faire le film, et la satisfaction de me dire que, waouh, j'ai réussi à faire un film et tout. Et il y avait même une BO à l'époque avec un CD, bande originale. Alpha, il a fait une compile et tout. Je crois qu'on a vendu près de 10 000 DVD. Non, ça, c'est un de mes premiers succès. African Gangster, c'est un de mes premiers succès. Et pour moi, le top du succès d'African Gangster, c'était pas qu'on ait vendu 10 000 DVD. Ou même plus, je crois. Non, c'était qu'en fait, dans les métros, il y avait les contrefaçons là, d'African Gangster. Je l'ai acheté à Clignancourt, moi. Ouais, voilà. Quand tu marchais comme ça dans le métro, avant, il y avait des gens qui vendaient des CD par terre comme ça dans le métro et tout. Une fois, j'ai vu African Gangster, j'ai dit, waouh, j'ai réussi. Là, je suis arrivé au bout du game. Parce que eux, ils faisaient la contrefaçon des films qui marchent. Ils faisaient la contrefaçon de James Bond, de Nemo, de, tu vois, Le Roi Lion, machin. Et dedans, il y avait African Gangster. J'ai dit, waouh. Non, ouais, l'expérience, c'était que finalement, voilà, j'étais capable de faire des choses, j'étais capable de tenir des engagements, de faire un film avec des rappeurs. Et encore, oui, vous voyez, quand je dis le rap, ça a été hyper important pour moi, c'est que le premier gars qui m'a produit et qui a donné de l'argent pour que je fasse un film, c'était un rappeur. Et donc, oui, c'était une très bonne expérience pour moi, mais du coup, ça m'a donné envie de faire d'autres choses après, quoi. Ça m'a donné envie de faire mieux. Et je crois que African Gangster, c'est mon premier genre succès. Succès de la street, mais succès quand même. Et franchement, c'était une très très bonne expérience. Merci. J'ai une autre question encore. Oh. On lui a donné le micro, il abuse. Je lâche pas le mic. Vas-y. Parce que tu parles de... Parce que moi, j'ai vu Craignos à l'époque, elle était sur YouTube. Ouais. Et je me suis demandé, enfin, tu as dit qu'elle a été rachetée par France Télévisions bien après. Et je voulais savoir quel a été le déclic pour l'achat. Parce qu'en fait, en vrai, j'ai remarqué que ça a été mis en avant au moment où ton film Tout simplement noir a commencé à être produit. Le déclic, c'est Tout simplement noir. Okay. Toi aussi. Même ils ont vu que Tout simplement noir a marché. Ils ont dit, mais il a fait quoi avant lui là? Et ils ont vu le truc sur internet. Ils ont dit, bon, donnez-moi ça, on va acheter. Et donc ils ont acheté parce qu'il y avait Tout simplement noir. C'est ça le déclic. Mais bon, ils l'ont acheté quand même. Et comme moi, je m'étais associé avec mon gars sur Mohamed Issola, un bon rebeu à moi et tout. Quand ils ont racheté ça et tout, ça m'arrangeait parce que mon gars avec qui je m'étais associé, tu vois, ça me faisait chier de le laisser comme ça un peu en galère. Donc du coup, on a fait la saison 2. J'ai fait la saison 2 de Craignos uniquement par amitié. Mais vraiment, genre, hein, j'aurais pu pas le faire hein, parce que je venais de faire Tout simplement noir. Les gens, voilà, ça marchait un petit peu pour moi. Et je me suis dit, c'est dur quand même, ça marche pour toi, tu vas laisser tes gars comme ça. Je me suis remis dedans. Alors que j'étais vraiment j'étais bien. Et le projet genre Craignos, la saison 2, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'argent, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, je l'ai fait pour mes gars. C'était vraiment du don, quoi, je l'ai fait pour mes gars. Non, mais c'est vrai en plus, hein, j'aurais pu faire autre chose, mais j'ai dit, vas-y, je le fais et tout. Et je suis content de l'avoir fait, d'ailleurs. Voilà. Bravo, salut. Et j'avais une question. Du coup, acteur, tu préfères être acteur ou réalisateur? Et comment tu arrives à allier les deux? Parce que tu joues dans des films d'autres personnes, tu joues dans les tiens. Et... Moi, franchement, je vous dis la vérité. Pour moi, acteur, c'est un métier d'escroc, frère. C'est vraiment... Waouh. Moi, je suis habitué à jouer et réaliser en même temps. Et quand je joue, genre, pour des gars... En vrai, pour moi, c'est comme si c'était les vacances. En fait, pour moi, genre jouer, c'est juste ton cerveau, tu vois, tu le mets sur pause. On te dit, vas-y, saute sur la table, tu sautes, machin. Après, ouais, il faut se concentrer un peu pour donner des émotions et tout. Mais je sais pas si je suis bon ou pas, mais en tout cas, je trouve pas ça très dur de jouer. Je trouve pas ça très dur de jouer. Et pour moi, je me sens vraiment à l'aise quand je réalise et je joue en même temps. Parce que ça me permet de bien maîtriser le truc, de faire mes blagues à moi, Mais c'était bien d'être que acteur. C'est bien aussi d'être que acteur parce que ça me permet de voir d'autres méthodes, d'autres gens, comment ils travaillent. Par exemple, Quentin Dupieux, il ne travaille pas comme Michel Hazanavicius, qui ne travaille pas comme Laetitia Doche, qui ne travaille pas comme Gilles Lelouch, tu vois. Donc quand je suis en acteur, je suis en mode, je suis là, je les regarde, je dis, ah ouais, lui, il fait ça comme ça, lui. Ok. Ils ne savent pas, mais je les juge tous.
Je suis dans mon coin, je suis là, ouais, ok. Après, je vais dans mon... Oh là là. Non, mais moi, vraiment, je me rends compte que ce que j'aime vraiment, c'est jouer et réaliser. Ça, c'est vraiment mon game. Parce que du coup, je trouve jouer et réaliser, c'est trop bien. Genre, tu peux appeler tes potes. Tu peux écrire les blagues que tu veux. Tu mets la musique que tu veux. Je me rends même pas compte que c'est difficile. Si, là, j'abuse. Le dernier film, c'était dur. Le dernier film, c'était très, très dur. Parce qu'on a tourné en Côte d'Ivoire. On a tourné au Maroc. On a tourné en studio, dans le vaisseau, tout ça. On était avec les fils là, suspendus, la pesanteur et tout. Je crois que le dernier film que j'ai fait, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Et en plus, je suis avec Fari, Fadili, il faut les calmer, ils sont tous fous. Ils sont, laisse tomber, ingérables. Ils étaient là, il y avait le vaisseau, on était en Côte d'Ivoire. Les gars, ils croyaient que c'était en vacances, ils criaient. Donc en même temps, je suis obligé d'être acteur, en même temps, je suis obligé de les calmer, en même temps, c'était dur. Franchement, c'était dur, mais c'était une bonne expérience. Mais je crois que ce que je préfère, c'est jouer et réaliser. Ça, c'est vraiment mon game. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour ce que tu as partagé, c'était super inspirant. Merci. Moi, je trouve qu'en place, c'est super drôle. Et j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Quand tu écris tes comiques de situation, etc., comment tu sais déjà que ça va marcher? C'est quoi ton procédé? Est-ce que tu fais lire ça aux gens, etc. Non, mais tu peux pas savoir si ça marche ou pas. Ah. En fait, la base, c'est qu'il faut que ça te fasse rire toi. Ok. C'est tout. Si ça te fait rire toi, normalement, ça doit faire rire d'autres gens. Mais en fait, le procédé d'écriture de la comédie, c'est vraiment un truc personnel, quoi. Moi, je fais pas de truc pour me dire, ah, ça va faire rire les gens. Si ça me fait pas rire, salam. Moi, il faut que ça me fasse rire moi. Si ça me fait rire moi, c'est bon. Après, ça m'arrive parfois, il y a des trucs qui me font rire moi, et après, le public, il regarde, il rit pas, je suis là, Mais normalement, si ça te fait rire toi, ça devrait faire rire les gens, quoi. C'est tout ce qui compte. Et puis, plus ce sera personnel, plus ça te fera rire toi, ça veut dire plus tu auras ton style à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me dis jamais, quand je fais un truc, je dis jamais, je vais faire ça comme ça fera rire les gens. C'est pas mon truc, ça. Moi, mon truc, c'est est-ce que c'est marrant? Des fois même, il y a des trucs que les gens trouvent drôles et que moi, je trouve pas drôle et j'enlève. Je te jure. Et après, les producteurs, ils me disent, les coproducteurs, ils disent, mais non, ça, c'était marrant. Mais ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire, salut. Ça me fait rire, ouais, vas-y, on y va. Ok, merci beaucoup. De rien, beaucoup. Bonsoir, déjà, félicitations pour tout ce que tu fais, c'est hyper inspirant. Merci. Et moi, j'ai une question, parce que ça fait du coup des années que tu fais ça. Et quelle est la chose dont tu es le plus fier avec tout le parcours que tu as eu? Et ce que tu dirais aussi à Jean-Pascal plus petit? Mais franchement, je vais peut-être te choquer, mais ouais. J'ai pas de truc genre donc je suis fier et tout. Ok. Le truc dont je suis, c'est vraiment bateau ce que je vais dire. Mais le truc dont je suis fier, c'est plus pouvoir aider ma famille, aider ma mère, aider mes frères et sœurs, mes potes, tu vois, être là, être présent. Mais j'ai pas de sacralisation des films et tout, genre je suis trop fier d'avoir fait ça, vas-y, je m'en tape. Une fois que c'est fini, je suis sur le prochain truc. Et puis aussi, j'ai vraiment beaucoup, comme j'ai beaucoup galéré et j'ai beaucoup fait de films nuls et de choses nulles, je sais que en fait, le succès ou le film bien, tout ça passe, ça, tu vois. Ouais. Moi, je suis trop dans la vraie vie, en fait. Je suis plus dans la vraie vie, genre, que dans les trucs, ouais, alors... déjà, faire les trucs comme ça, là, déjà, c'est pas... c'est pas mon truc de faire ça. C'est vrai. C'est pas trop mon délire de faire ça. Et vraiment, les trucs dont je suis fier, c'est les trucs de la vraie vie. C'est ça, les trucs qui me rendent fier. Mais j'ai pas de fierté particulière, genre de film, machin. C'est pas... Ok. Voilà, quoi. Merci. Bonsoir, c'est moi. Ouais. Je voulais savoir, tu t'écris, tu joues, tu réalises. Quand tu es sur le set, par exemple, d'En Place, et que tu joues, est-ce que tu repasses derrière pour regarder ce que tu fais ou pas? Ouais, non, ça m'arrive. En fait, la série, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de scènes à tourner en une journée, tu vois. Et là, quand je disais tout à l'heure qu'avec Fari, Fadili, c'était le bordel, En Place, mais les gars, En Place, mais c'est un truc de malade. En fait, il faut gérer Judor, il faut gérer Fari, il faut gérer Poulvord, il faut gérer Fadili, et puis tu as beaucoup de séquences à faire dans la journée, donc je peux pas
regarder tout le temps, sinon je vais faire perdre du temps et on finira pas la journée. Donc en fait, je me fie à mon feeling, je me fie à ce que moi je ressens. Et puis tu sais, quand je joue en fait, quand tu joues avec les gens, des fois tu ressens le truc ou tu ressens pas le truc. Vraiment, c'est très intime en fait, quand je sais si c'est bon ou pas. C'est juste, je regarde là, on est dans la scène, je vois Judor, je parle avec Judor, machin, je parle avec l'autre, taf. Je ressens, est-ce que l'échange il s'est bien passé ou pas. Tu vois, ça m'arrive de regarder, mais je peux pas regarder tout le temps. C'est plus ce que je ressens. Et parfois, ça m'énerve parce que en place, vous voyez pas. Mais parfois, je joue pas. En fait, je suis tellement sur les autres. Je veux tellement qu'ils soient marrants, je veux tellement qu'ils soient bien que je joue pas spécialement, quoi. Mais moi, je le vois, mais les gens, ils voient pas. Mais moi, je le vois. Mais par contre, je me rappelle que dans En Place, ou même dans le film Dans l'espace, il y a parfois, avec Judor, c'était trop dur. C'était trop dur, franchement. Tellement c'était marrant, il fallait juste que je rigole pas, en fait. Jouer, c'était juste genre pas rigoler, essayer d'être concentré, machin, faire style je joue. Mais des fois, c'est dur. C'est trop dur. Il y a des scènes, franchement, je peux pas vous dire, mais il y a des trucs, des fois, c'est injouable. Et puis en plus, Eric, quand il sait que c'est marrant, genre, il continue. Et, ah là là. Par exemple, il y a une scène En Place, là, la saison 2, où je vois que je joue pas, je vois carrément je rigole, mais personne n'a remarqué, donc je dis rien. Mais tu vois, par exemple, un moment, je sais pas c'est quel épisode, où la reine de Norvège, elle doit venir, et il y a Judor qui me dit bah, je sais comment tu vas régler ça et tout. Bon, t'es plutôt pas mal physiquement, elle est vieille, donc Brakachica. Mec, on l'a fait 15 fois. Je pouvais pas, j'arrivais pas. On l'a fait 15 fois. Du coup, on a gardé une prise où je suis comme ça, mon sourire, il est un peu comme ça. C'est trop dur à gérer. Mais bon, je fais le max, je fais ce que je peux. Mais En Place, c'est trop dur. Ouais, c'est moi et moi tout seul. Si c'est bien, c'est grâce à tout le monde. Si c'est nul, c'est à cause de moi. C'est ce que je dis aux gens. Voilà, hein. Non, mais En Place, franchement, c'est dur. Yes. Hello. Ici, juste là. Ah ok, vas-y. Juste là, ah ouais, à droite. Vas-y. Yes. Ouais. Bah déjà, avant toute chose, j'aimerais te dire merci beaucoup pour ton parcours, parce que je te suis depuis l'époque de Craignos, etc. Okay. Et je trouve que t'as pas changé. T'es resté le même, et ça, franchement, rien que pour ça, je te dirais chapeau. Et j'ai 2 questions. La première, je sais pas pourquoi vous rigolez. J'ai 2 questions. La première, c'est dans ton parcours, tu dis souvent que tu viens de rien, que tu n'avais aucune porte qui t'était ouverte, etc. et que tu as vraiment galéré pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Quelle est pour toi la recette, tu sais, le schéma le plus plausible pour mettre vraiment les 2 pieds dans le milieu du cinéma? Parce que je remarque aujourd'hui, tu vois, il y a très souvent les mêmes personnes qui tournent, etc. Adèle, Pierre Ninet, François Civil, etc. Machin. Et pour vraiment mettre les 2 pieds dans le cinéma, je trouve que c'est extrêmement dur. Et toi, avec ton parcours, quelle est pour toi la recette la plus efficace pour arriver à ce niveau-là? Non, mais en fait, il n'y a pas de recette, en fait. Il n'y a pas de recette. Je pense que déjà, pour faire du cinéma, il faut faire du cinéma. Ça veut dire même tourner dans des courts-métrages ou même tourner dans des clips. C'est juste faire des trucs, en fait. Que ce soit nul ou pas nul, c'est pas la question. C'est juste faire des choses. Et une fois que tu fais tes choses, si t'es pas trop nul, tu vas y arriver. Mais il y a pas, je peux pas te dire que ouais, non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Regarde, moi j'ai tourné mon premier film, j'avais 38 ans. Ouais. Et en plus, j'étais même pas acteur. J'ai joué dans le film parce que j'en avais marre en fait, j'ai joué dans le film parce qu'il m'arrivait une histoire. Il m'arrivait une histoire et j'avais pas le choix, en fait. Il fallait que je joue. Mais moi, à la base, je me prenais pour un réalisateur. Je me prenais pas pour un acteur. Et quand j'ai joué dans Tout Simplement Noir, comme il y avait tous les acteurs qui étaient autour, Omar, Fabrice, machin de ça, ils ont accepté que je joue dedans. Mais à la base, c'était pas pour moi que j'avais écrit Tout Simplement Noir, c'était pour quelqu'un. Donc il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de chemin à proprement dit. Je pense que c'est juste faire les choses. La seule stratégie que tu peux avoir, c'est faire les choses. Si tu dis que tu es acteur, il faut que tu joues dans des trucs. Si tu dis que tu es réalisateur, il faut que tu réalises. Et ça commence que par là, quoi, en fait. Okay. Et il n'y a pas de...
Moi, j'avais pas l'ambition d'être un acteur, jouer dans des films et tout. J'avais juste l'ambition de faire mes choses. Et après, comme mes choses ont plutôt pas mal marché, bah, du coup, c'est pour ça que les autres réalisateurs, ils m'ont appelé. Tu vois, mais par exemple, Raphaël Quenard, je parle souvent de lui hein, quand même. Et c'est mon gars. Lui, parce que lui et moi, on est hyper différents. Lui, Raphaël, il me racontait qu'il a fait des bandes démos, des fausses bandes démos, qu'il a été figurant, qu'il a truc. Tu vois, lui, il a fait son truc à sa manière. Lui, il s'est dit, moi, je vais être acteur. Donc, il a fait des figurants, des 8e rôles, des fausses bandes démos, frère. C'est incroyable, je trouve. C'est-à-dire qu'il prenait des caméras, il faisait semblant qu'il jouait dans un film et il a mis un faux titre avec un faux réalisateur et il envoyait ça aux gens. Tu vois? Mais moi, c'est pas mon parcours. Moi, j'ai jamais fait de casting, par exemple. Ah ouais. Il a fait tous les castings de la Terre. Maintenant, moi, j'ai pas fait de casting puisque le premier film dans lequel j'ai joué, c'était Tout simplement Noir. Et donc, comme j'ai joué dans Tout simplement Noir et qu'après j'ai eu un César, et ben, du coup, j'ai pas eu le temps de passer par la case casting, machin, tout ça. Mais tu vois, donc je pense qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de stratégie. La seule stratégie, c'est de faire des choses et de ne pas avoir peur que ce soit nul. Et que bah, plus c'est nul, et bah, ça veut dire que tu vas refaire et tu refais et voilà. Okay. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de... Mais écoute, voilà. Je vais enchaîner avec ma deuxième question justement. Allez, vas-y. J'ai juste une question mais qui est assez personnelle. Mais tu vois, Raphaël Quenard, par exemple, il disait que lors des avant-premières, il allait voir les réalisateurs, il leur donnait sa carte, etc. Et qu'il leur disait voilà, qu'il avait envie de jouer dans leur film. Est-ce que toi, personnellement, cette stratégie-là, elle marche? Quand un acteur, je pense qu'il doit y en avoir énormément qui doivent venir te voir, vient te voir et te dit oui, j'aimerais jouer dans ton prochain film, machin. Est-ce que vraiment, après avoir vu son CV, machin, tu te dis j'aimerais bien l'avoir? Ou ça marche pas du tout? Regarde, par exemple, je vais te donner, moi, c'est à la tête. Si je t'aime bien, regarde, par exemple, comment il s'appelle? Jean-Claude Mouaka, qui a joué dans En Place. Avant, il faisait des trucs sur Instagram et tout, tu vois. J'ai juste vu sa tête sur Instagram, j'ai dit, ah ouais, lui, il a l'air con, lui, je l'aime bien. Et comme je l'ai vu sur Instagram et j'ai vu, il faisait ses blagues, ses trucs et tout, j'ai dit, ah ouais, lui, vas-y, je veux trop traîner avec lui, je veux trop faire des trucs. Donc en fait, ça dépend juste du feeling que j'ai. Moi, personnellement, je te parle de moi. Hein. Si un mec, il est là, il me donne un CV, vas-y, je ne vais même pas lire le CV. Ça dépend de la tête, ça dépend de la discussion, ça dépend de comment je le ressens, comment, tu vois. Moi, c'est que du feeling, frère. Par exemple, Caroline Anglade, qui a joué dans Tout simplement Noir, qui fait ma femme dans Tout simplement Noir, elle a joué dans Tout simplement Noir parce que j'ai rigolé avec elle à l'aéroport en Guadeloupe. Et quand on a fait Tout simplement Noir, je disais, ouais, il me faut une femme blanche, il faut une blanche qui va faire ma femme et tout. Nanana. Mais bon, je connaissais pas d'actrice blanche, tout ça, tu vois. Et donc, un jour, j'étais en Guadeloupe, je faisais un truc là-bas, et à l'aéroport, j'ai une copine qui s'appelle Amel Chabi, qui jouait dans un film, qui m'a dit, vas-y, viens à l'aéroport et tout, nanana, on est en train de jouer dans un film et tout. Et il y avait Caroline Anglade qui était là. Et on a super bien rigolé, vraiment, à l'aéroport pendant au moins 2 heures. Je l'ai trouvé vraiment trop gentil. Et quand j'ai fait j'avais jamais vu déjà dans un film. Et quand j'ai fait mon film Tout simplement Noir, on m'a dit, ouais, alors qui va faire ta femme? J'ai dit, bah vas-y, Caroline Anglade. Et on est arrivé sur le jour du tournage, mon co-réalisateur, il m'a dit, mais elle sort d'où, elle? Je dis non, mais j'étais en Guadeloupe avec elle, on avait grave rigolé, tout, bon délire, nanana, nanana. Il me dit, mais elle a pas fait d'essai. Je dis, ah non, t'inquiète, vas-y. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc tout ça pour dire qu'en fait, moi, je suis grave dans le feeling, en fait. Comment je ressens les gens, comment... C'est un peu, voilà, hein, à la légère. Hein. Mais moi, si tu me fais rire, si gens rigolent bien, nanana, frère, tu te retrouves dans des deuxièmes rôles et tout, alors que t'as jamais joué. Tu vois, moi, c'est juste au feeling. Est-ce que j'aime bien être avec la personne? Est-ce que je l'aime bien? Est-ce qu'elle a une bonne tête? Est-ce qu'il me revient? Est-ce que j'ai envie de traîner avec lui? Parce que j'ai aussi le problème du truc du gars qui veut traîner avec tous ceux avec qui il a tourné. Je supporte pas les trucs de ah, on a fait un film ensemble et puis 2 semaines après on se parle plus. Et je comprends pas ça, moi, en fait. Et j'ai des potes qui me disent, mais JP, c'est comme ça, en fait, dans le cinéma. C'est pas parce que tu as tourné avec lui pendant 2 mois que ça va être ton pote. Je dis, bah si. Donc tous les gens avec qui j'ai tourné, je suis en contact avec tout le monde, on s'appelle. Ouais, allô, bah viens, on va manger ensemble et tout. J'arrive pas à concevoir le truc de genre, je t'ai donné mon temps pendant 2 mois et on est là, après on se calcule plus. Non, jamais. Donc voilà quoi. Moi c'est que du feeling, c'est tout. Hein. Les trucs de CV, tout ça là, je m'en fous de ça un peu. Du coup, bonsoir. Bonsoir.
Par ici, ici. Ah ouais, ça va. Ça va et toi, merci. Ouais. Du coup, je vais te dire merci pour ce moment de partage qu'on a eu avec toi. C'était super. Ouais. J'avais une question. Tu vois, par exemple, en tournage, comment ça s'est passé au vu du casting En Place, par exemple, avec chaque scène au niveau des improvisations de chaque personnage. Par exemple, quand on voit Rick Judor, Fadjili Camara, etc., Ouais. leur propre improvisation par rapport à leur personnage, comment ça s'est passé? Bah, en fait, quand on arrive sur le plateau, il y a une scène avec le début et la fin. Et après, je regarde, il y a déjà des trucs marrants dedans. Et après, chaque personne ramène un truc à lui. Et si ça me fait rire, on laisse. Si ça me fait pas rire, t'arrêtes. C'est ça, en fait. Et donc, mais souvent, comme les Fadjili, tout ça, c'est des as. C'est des, tu vois, c'est des Ferrari de la comédie. Donc, moi, je ramène déjà l'idée marrante. Et après, elle rajoute. Après, moi, je rajoute, on re-rajoute. Et après, on garde ce qu'on a envie de garder. Mais je dirais, c'est 60% écrit, 40% impro, tu vois. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je conçois le truc. C'est toujours difficile pour moi quand je vais sur un tournage avec un autre réalisateur et puis on doit faire ce qui est écrit. Genre que ça. Je sais pas si j'ai envie de, tu vois, d'apporter des trucs et tout, tu vois, mais ça me fait toujours bizarre. Moi, pour moi, les scènes, faut les déconstruire, faut ramener. Bien sûr, faut garder le sens parce qu'on est dans un film, ouais, on n'est pas dehors, tu vois. Et donc, on déconstruit la scène, mais en gardant le sens et on rajoute des trucs. Moi, c'est ma manière de travailler, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'attends d'un acteur. Quand j'arrive avec un gars que je connais pas, souvent il y a des petits rôles que je connais pas trop, tu vois. Et ben, je ramène la scène et tout. Inconsciemment, j'attends que le gars il me dise ah ouais, j'aimerais bien rajouter ça. J'aime trop que les gens ils s'accaparent la scène et qu'ils font un truc, qu'ils ramènent un truc, quoi, tu vois. Et Judor, il laisse tomber. Lui, il est incroyable. C'est mon gars. Ah, c'est moi qui dois dire. D'accord. C'est moi le gong final. Je suis désolée. Je crois que... Attends, il y a une dame qui a le micro là-bas. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui est très bien en plus pour la conclusion. Merci beaucoup pour ta générosité et tout ce que tu nous as dit. C'est vraiment trop sympa. En fait, moi, je voulais savoir, parce que tu as parlé de tes années de galère, à quoi tu t'es raccroché? Comment tu as fait pour jamais abandonner? À rien. Mais sinon, c'est trop facile. Si tu sais que ça va marcher, bah, c'est trop facile. Non, à rien du tout. C'est vraiment, c'est toi, ton pressentiment, tes émotions, ton truc. Non, mais c'est surtout aussi que, en fait, pour moi, c'était soit ça, soit rien, quoi. C'est tout, mais j'avais aucune garantie que ça marche. Zéro. Et puis t'es là. Et puis moi, en plus, j'ai galéré. Et quand t'es jeune, tu galères, t'as pas de gosse, c'est rien. Moi, j'ai galéré, frère. Il y avait les gosses, il y avait tout. La mère des gosses, elle commençait à me t'aimer. Oh man, c'est comment tes bails là? T'es là, tu sais même pas où te mettre. Ah oui. Ça, c'est les vraies difficultés. Quand ta go, elle te regarde comme ça, elle te dit, mais c'est comment? Mon gars, ça c'est... Oh. Il n'y a rien là. Depuis là, tu tournes, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc non, j'avais rien pour m'accrocher à rien du tout. C'est que ma volonté. Et en plus, c'est ça qui est ouf, c'est que ça arrive à beaucoup de personnes qui peuvent persévérer, tout ça et tout. Et frère, ça galère, ça continue de galérer. Même tu fais ton premier film et c'est possible que ça marche pas même. Mais dans ma tête, c'était en mode, même si ce film-là, il marche pas, je referai encore un autre. En fait, pour moi, il n'y avait pas d'option, quoi. Il n'y avait pas... comment expliquer? Il n'y avait pas une autre solution que continuer à faire ce que j'avais à faire. Et puis, tu sais, plus tu galères et plus tu rates et plus tu t'affines. Et plus tu deviens bon. C'est pour ça que je te dis que c'est important de rater des choses et tout. Parce que plus tu rates, plus tu refais, tu rates encore, et plus tu refais, et donc inconsciemment, tu t'améliores. C'est comme les gens du stand-up et tout qui me racontent que leur première scène, il n'y a personne qui rigole et tout, c'est la honte, ils s'affichent et tout. Mais à force de s'afficher, c'est là qu'ils créent leur style et tout. Donc moi, je pense que vraiment, tout ça m'a permis de m'améliorer, d'affiner mon style, de m'affirmer, tout ça. Mais non, il y a rien du tout. Il n'y a rien qui te dit que ça va marcher. Et c'est ça qui fait le sel de la vie. Si tu sais que ça va marcher, bon, bah, c'est pas intéressant la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, non, il n'y avait absolument rien. Et en plus, j'avais des gosses. Donc c'était vraiment la galère, quoi. Non. Ah, je sais pas, ceux qui galèrent, là, les gars, peut-être vous allez galérer longtemps encore. Hein.
Elle m'a dit que ça va. Ah non, il n'y a rien qui est écrit. Il faut continuer, il faut être courageux. Non, voilà, je sais que juste la chose qui a fait la différence, c'est le fait d'être déterminé. Et le fait d'avoir été pauvre aussi. Parce que comme j'ai été pauvre quand j'étais jeune, donc du coup la pauvreté ça me fait pas peur. C'est une donnée qui est déjà dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis merci mon Dieu d'avoir été pauvre, d'avoir souffert, d'avoir eu faim. Parce que quand j'ai commencé à souffrir pour aller là où je voulais aller, pour moi c'était normal. La souffrance, la faim, pour moi c'était normal. Donc du coup, oui, ce qui fait que j'ai tenu, c'est oui, l'endurance, le fait de ne pas avoir peur, le fait d'être courageux, de ne pas avoir peur de l'échec. Et puis si tout simplement je ne l'avais pas fait, si ça n'avait pas marché, bon, je me serais dit, c'est un échec de plus. Allez, on continue. Tu vois ce que je veux dire? En fait, voilà, il y a vraiment, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il n'y avait rien du tout auquel je pouvais m'accrocher. Vraiment rien. Je peux parler. Attends, il y a le frère, il veut parler, le frérot. Ça me fait mal de le... Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir. Merci pour ce petit moment de partage. Oh, merci. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi à Ciné-Média dans le 93 à Pantin. Mon vieux. Là, je suis en train de voir la détermination, ton parcours, franchement, c'est magnifique. Ah, merci. Ouais. À l'époque, témoin de l'époque où ça galérait et tout. Et bravo, chapeau à toi. Ok. Ah, c'était ça? Ah, merci. Merci.